YouTube, bienvenue dans la deuxième partie de la niche sénatoriale des écologistes au Sénat. Donc, nous allons reprendre la deuxième partie de la niche. Il ne reste plus qu'une heure et demie au compteur pour les Verts pour faire passer leur proposition de loi, dont on a vu l'exposé la discussion générale avant de manger. Bon, moi, j'ai le cerveau un peu aux fraises. Hein. Là, du fait d'avoir mangé, je suis un peu... en train de digérer. Donc on va essayer de suivre la discussion. De toute façon, on est toujours sur le même projet de loi sur l'accès au compte bancaire pour les Françaises et Français résidant hors de France. Voilà, retour à la niche. Oui, bien sûr. Donc 2 articles, 9 amendements à discuter. Et c'est comment il s'appelle ? Loïc Hervé. Je crois que c'est Loïc Hervé de l'Union centriste qui va présider la séance de cet après-midi. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi consacrant une garantie à l'accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidentes C'est bien Loïc Hervé, présentée par Madame Mélanie Vogel et plusieurs de ses collègues. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. À l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole de Madame Olivia Richard. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, donc là, on va avoir les prises de parole pour défendre les points de vue sur l'article. J'ai été un peu pressée par le temps tantôt, lors de la discussion générale. Oui, effectivement. Donc, je souhaitais conclure. Eminem, là... Comme je n'avais pas pu le faire, en remerciant à nouveau les autrices de cette proposition de loi d'avoir permis d'inscrire à notre ordre du jour ce sujet qui est, encore une fois, fondamental pour les Français établis hors de France. Et j'aimerais ajouter 2 choses. La première, c'est que je vais fêter en octobre prochain mon quart de siècle au Sénat. Ça fait un petit peu moi j'ai fêté mon quart de siècle tout court, mais c'était il y a 5 ans. Si, d'une façon ou d'une autre, je suis là depuis octobre 2001. Et j'ai le souvenir. J'étais en maternelle en 2001. Je ne vais pas faire de référence à Aznavour, où le Sénat était considéré comme la maison des Français de l'étranger, avec une vigilance accrue pour le sort de nos ressortissants. Je constate que cet hémicycle, en dehors des représentants des Français de l'étranger, est quand même particulièrement clairsemé. Je m'inquiète de ce manque de considération et d'intérêt pour nos ressortissants partout dans le monde. Ça m'amène à mon 2e point. Chacun des membres de cette Assemblée, je pense, connaît quelqu'un ou a quelqu'un de sa famille à l'étranger. Et il ne faut pas insulter l'avenir. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous décideront de prendre une retraite bien méritée sous le soleil d'un pays... rejoindre ceux qui nous sont chers. Et donc, je garantis à ces connaissances ou familles ou collègues qui vivent ou vivront à l'étranger qu'un jour, ils rencontreront un problème de droit au compte. Et donc, c'est bien pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Ça concerne beaucoup de gens. Merci. Et je m'inscris en plein dans les propos de la sénatrice. Nous avons un amendement numéro 1, déposé par Mme Goulet, qui va le défendre. Oui, Monsieur de le Nathalie Président, Goulet, amendement de Mes suppression. chers collègues, il s'agit d'un amendement de suppression. On a beaucoup Pardon, parlé je fais le boulot de Nathalie Goulet. de ce sujet de l'article 1 lors de la discussion générale. Donc, très brièvement, cet article désigne la Banque Postale comme banque de référence des Français de l'étranger. On a expliqué pendant la discussion générale, que ce soit le ministre ou que ce soit le rapporteur, que cela complexifierait terriblement la situation et que finalement, cela pourrait créer une rupture d'égalité entre nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement de suppression. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, monsieur le président, chers collègues, dans la mesure où, effectivement, il est proposé ici de favoriser par la Banque postale le fait d'ouvrir des comptes pour les Français de l'étranger. La Banque postale est sans doute la banque parmi les banques de la place qui a le moins d'implantation à l'étranger. En tout cas, c'est une banque qui est installée essentiellement en France, et donc c'est peut-être pas lui rendre service que de proposer cette solution. Donc avis défavorable. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Le ministre. Merci, monsieur le président. Favorable. L'avis est également favorable. Je crois que nous l'avons expliqué pendant la discussion générale. Il n'y a pas lieu d'introduire ainsi une forme de distorsion de concurrence en désignant systématiquement la Banque postale comme banque de référence. Pour explication de vote, je donne la parole à Mme Olivia Richard. Merci, Monsieur le Président.
En fait, le problème vient du fait que la législation de lutte contre le blanchiment d'argent et le reste font que les Français établis hors de France sont particulièrement peu attractifs pour les banques, car la gestion de leur compte coûte plus cher que ce que ça ne rapporte. La Banque Postale, bien évidemment, n'est pas favorable au fait d'être désignée comme banque de référence, parce que, comme les plein de autres, choses, elle n'a pas envie d'avoir à gérer un public qui doit attirer une vigilance particulière. Sur la question, donc je ne vois pas en quoi ça compliquerait les choses, en quoi que ce soit, de désigner un interlocuteur plutôt que tous les autres. La deuxième chose, et j'insiste, il n'y a pas de rupture d'égalité devant la loi quand on considère la réalité de fait des gens qui les place dans une situation d'inégalité d'accès aux droits. C'est ce que j'allais dire. Ils sont déjà dans une situation de rupture d'égalité. N'est pas utilisée par les Français de l'étranger, c'est bien qu'elle est trop compliquée à activer. Ça me rappelle ô combien toutes les procédures qui permettraient aux victimes de porter plainte, notamment pour les violences sexuelles. Si les gens ne vont pas porter plainte, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, c'est parce que la procédure n'est pas adaptée. Donc, je voterai contre cet amendement, évidemment. La parole est à Mélanie Vogel pour explication. Oula, il y a un problème de luminosité, là. Je voudrais répondre à plusieurs arguments. Le premier, celui qui a été évoqué par notre collègue Goulet, consistant à dire qu'on créerait là un privilège pour les Françaises et les Français de l'étranger, une discrimination en leur faveur. Je voudrais dire que la discrimination, c'est la situation d'aujourd'hui. Le dispositif que je propose n'a absolument pas vocation à créer un privilège ou un droit supplémentaire pour les Françaises et les Français de l'étranger. Son effet serait simplement de garantir qu'ils ont la même possibilité. C'est ça, voilà. Français qui vivent en France. C'est pas créer une rupture d'égalité, c'est corriger une rupture d'égalité qui est déjà là. Il n'y a donc aucun privilège, bien au contraire, c'est la situation d'aujourd'hui. Regarde la caméra, Mélanie. Regardez. Ensuite, regarde la caméra, il nous fait coucou. J'ai entendu Madame Goulet tout à l'heure nous dire. Je vous avais dit, le Sénat, il regarde ce stream. La Fédération française des banques et la Banque Postale n'étaient pas favorables à ce dispositif. C'est vrai, les banques ne sont pas favorables. Et moi, j'assume que notre travail, notre rôle de législateur n'est pas nécessairement d'adopter des dispositions qui sont favorables aux banques et de vérifier que les banques sont d'accord avec ce qu'on va adopter. Je considère que notre rôle de législateur, c'est parfois d'aller contre les intérêts des établissements bancaires pour les citoyennes et les citoyens. Et enfin, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises et ça a été évoqué dans les arguments, la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, le crime organisé, évidemment, nous ne proposons absolument pas d'affaiblir ces dispositions. Elles seront parfaitement suivies comme pour toutes les personnes qui cherchent à ouvrir des comptes bancaires. Néanmoins, je suis perturbée d'entendre ces arguments. Les Françaises et les Français de l'étranger ne sont pas plus des criminels, des corrompus, des trafiquants de drogue que toute personne cherchant à ouvrir un compte bancaire où qu'il ou elle soit. La parole est à Madame Samantha Cazebonne pour explication de vote. Je vous en prie, ma chère collègue. Oui, moi je voudrais également prendre la parole et témoigner, comme tous ces Français de l'étranger. Ah oui, non, mais il y a un front pour protéger les Français de l'étranger. J'ai sur mon téléphone. Tout le monde est défavorable à l'amendement de suppression. J'ai menacé d'ailleurs la banque qui me l'a envoyé. La banque que mes parents avaient choisie lorsque j'étais très jeune pour ouvrir un compte en banque et qui un jour m'a envoyé, pas très longtemps, 2023, alors que je réside en Espagne, une lettre de fermeture de compte, de ce compte qui est déclaré à la haute autorité d'ailleurs, en m'indiquant qu'en tant que Française de l'étranger, eh bien, je n'étais pas digne d'avoir un compte en France. Wow. Je l'ai, ce courrier. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai peut-être été un peu plus dans la provocation que n'osent l'être certains de nos compatriotes. Je leur ai dit que j'allais la publier sur mes réseaux sociaux. Ils n'ont pas fermé mon compte. Sinon, je me serais retrouvée comme tous ces Français, en représentant les Français de l'étranger, avec une fermeture de compte. Oui, le problème, c'est que les autres Français de l'étranger, eux, peuvent pas dire « Ah, moi, je vais le mettre sur mes réseaux. » propose des amendements comme le vôtre. Mais je voudrais que vous viviez notre réalité. L'agressivité que c'est quand on est Français, de voir fermer le compte que vous ont ouvert à vos 12 ans, vos parents. Je voudrais que vous veniez vivre notre réalité. Waouh. Il n'y a plus de demande de prise de parole. Non, mais je pense que ça a calmé tout le monde. Monsieur Laménie. Ah, si. Pour explication de vote. Oui, merci,
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est vrai que c'est les l'Aménie des indépendants. Et je rejoins un petit peu qui est contre le texte. Collègue qui vient de témoigner pour le problème des... On le voit déjà en province, en métropole. Parce qu'ils ont envie. C'est ça qui est fou, c'est que c'est discrétionnaire, c'est à leur discrétion. C'est justement ce qu'a expliqué Mélanie Vogel, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Peut avoir aussi ils invoquent ça en mode on ferme ton compte et tu as rien faire. Et donc, il faut être sénateur et menacer de publier ça sur les réseaux sociaux pour inverser la machine. Sans cesse, dans les banques, je n'en citerai aucune, parce qu'on reste complètement neutre, quelle qu'elle soit. On nous demande des tas de papiers, il faut le dire. Et chaque particulier, chaque chef d'entreprise, beaucoup souffrent, on le voit bien. Pour la dématérialisation, pour trouver des interlocuteurs, c'est dur. Donc, nous mettons et nous restons solidaires des 3 millions à peu près de Français qui résident dans tous les pays du monde. Et je comprends aussi l'importance de ce texte. Bon, parallèlement, ce matin, en fin de matinée, dans nos interventions... Ils auraient le droit de se mêler sur les sujets comme ça, de discrétion, les parlementaires ? Philippe Folliot, avec, parce que si c'est le cas, effectivement, oui, je suis d'accord. Ouais. De comptes bancaires. Déjà, le sujet est mis en lumière au Sénat. C'est déjà un bon point. Quelques mois, voire même presque une année de mémoire, je n'ai plus la date en tête. Mais donc voilà, il y a beaucoup de procédures. Bon, objectivement, moi, j'ai resté dans la position de mon groupe Les Indépendants. On votera l'amendement de Nathalie Goulet. Vous serez bien les seuls. Je dirais, il y a énormément de choses à faire, de démarches à faire. Voilà, mais je resterai conforme à l'avis de mon groupe. Voilà, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Goulet pour explication de vote. Le retour de Nathalie. Monsieur le Président, pour dire alors que revoilà la sénatrice. Il n'est pas question de ne pas faire son travail de législateur, mais que quand on demande dans une proposition à impliquer une banque ou une fédération, c'est vrai. C'est aussi bien de leur demander si ça correspond à ce qu'elles peuvent faire ou pas. Ça puis en plus, le Sénat fait du très bon travail au niveau des commissions d'enquête. Et la deuxième chose pour Mme Casabonne qui m'a interpellée, c'est que mes enfants et mes petits-enfants vivent précisément à l'étranger, qu'on a eu des problèmes avec des comptes bancaires alors en France pour des gens qui vivent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc je connais aussi le problème. Et donc, tu es quand même favorable au fait de foutre tes gamins dans la merde. Il faut le faire. Hein. Merci maman. Merci Monsieur le Président. Je voulais revenir sur un des arguments qui a été mentionné à plusieurs reprises lors de nos débats, qui est celui que ce ne serait pas possible pour la Banque postale de prendre en charge ces missions, puisqu'il faudrait démontrer un service d'intérêt économique général et une carence de marché caractérisée. Mais je pense que lors de nos interventions, nous avons démontré que cela correspondait à un vrai besoin, un vrai intérêt général et à une carence de marché. Les Français de l'étranger n'arrivent pas à ouvrir de compte en banque, c'est un fait. Nous l'avons montré dans les chiffres, dans les études qui ont été faites, dans les pétitions qui ont été signées. Et donc c'est une carence de marché caractérisée et un service d'intérêt économique, d'intérêt général que d'avoir cette offre pour les Français de l'étranger. Et dire que ce ne serait pas possible pour la Banque postale de prendre en charge cette fonction. On parle quand même de services de base. On ne parle pas d'un compte en banque avec toutes les fonctionnalités. Cela a été bien mentionné par ma collègue Mélanie Vogel lors de sa première intervention. La Banque postale ouvrirait un compte avec des services de base qui permettraient aux Français de répondre aux différentes problématiques dont on a parlé, que ce soit recevoir leur retraite, effectuer des virements bancaires lorsqu'ils viennent de pays où c'est compliqué de faire ces virements avec le pays dans lequel ils résident. Nous avons donc besoin de cette mission de service public qui serait faite par la Banque postale et je ne vois pas pourquoi celle-ci ne pourrait pas exercer cette fonction. Et sur le volet du volet international de la Banque postale, c'est possible. Il suffit juste de mettre à jour, que ce soit sur les numéros de téléphone, que ce soit sur les adresses, permettre aux Français de pouvoir accéder ainsi à leur compte. Ça me semble tout à fait dans les cordes de cette grande banque française. Et nous défendons donc cet amendement, cet article, et nous opposons à cet amendement. La parole est à Madame Briande Guillemont pour explication de vote. Je vous en prie, ma chère collègue. Dis donc, ils vont tous avoir le droit à leur explication de vote. Mon groupe votera évidemment contre l'amendement de suppression de cet article.
Alors, le dispositif proposé par nos collègues n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Et je crois que ce n'est pas du tout anodin que l'ensemble des sénateurs représentant les Français de l'étranger aujourd'hui, indépendamment de leur groupe politique, soient pour cette proposition de loi qui est avant tout un signal politique. Et je crois qu'on aimerait entendre Sachant qu'en plus, justement, quand tu fais ta démarche, c'est la Banque de France qui initie la démarche pour te renvoyer vers une banque compétente. Donc, mais plutôt réglementaire. Et une question de pression à mettre sur la fédération bancaire. Donc, évidemment, on votera contre cette suppression. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous voulez laisser que tout le monde s'exprime ou vous voulez parler maintenant? Monsieur Chantrel, allez-y. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Alors, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs parlementaires qui représentent directement nos compatriotes établis hors de France qui vous font part d'une problématique. Je pense qu'il ne faut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème et on continue comme si tout allait bien. Et c'est unanime sur tous les bancs. Donc, autant par rapport au dispositif de l'article 1, je l'ai dit dans la DG, la banque postale, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus idéal, parce que moi, je suis pour contraindre toutes les banques. Elles doivent respecter la loi et les engagements pris par les législateurs. Eh bien, tu déposes un amendement pour contraindre toutes les banques. À la respecter, parce qu'ils ne le font pas. Et il y a quelque chose qui est terrible, c'est qu'elles ne le font pas. Et tu rajoutes avec ça un amendement de transparence, et puis on est bon. En stigmatisant spécifiquement les ressortissants qui sont établis hors de France. Sans aucune raison, juste le fait de leur domiciliation. Et ça, je pense qu'il serait temps peut-être d'arrêter le laisser-faire et d'aller plus fortement contre, et j'appelle le gouvernement sur ce sujet. Mais évidemment, nous voterons contre cet amendement de Madame Goulet. Si vous-même, vous avez vécu pour vos enfants des difficultés bancaires, vous reconnaissez qu'il y a un problème. Donc comment le résoudre? Le problème, c'est que vous proposez de supprimer quelque chose qui a la légitimité de poser le problème et de pouvoir essayer de trouver le moyen d'y résoudre. Ce n'est pas en le supprimant que vous le résolvez, parce que vous ne proposez rien en alternative. Vous ne proposez aucune contrainte pour les banques. Tout ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Quelque chose pour pouvoir les contraindre et faire mieux appliquer la loi, on pourrait peut-être s'entendre et discuter sur le sujet, mais vous ne proposez rien sur le sujet. Je pense que c'est là fondamentalement le problème dans cette discussion, et c'est pourquoi nous voterons contre votre amendement pour préserver cet article. Merci. La parole est à monsieur le rapporteur. Qui a donc donné un avis favorable à l'amendement. Alors, je voudrais dire qu'on ne méconnaît pas le problème du tout. Je crois que l'ensemble des orateurs qui se sont exprimés ont pu relater différentes situations où, effectivement, beaucoup de nos compatriotes se sont trouvés affrontés à des difficultés pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Mais moi, je veux simplement rappeler qu'il existe un dispositif de droit commun pour la population française, alors en France et à l'étranger, et interrogeons-nous de savoir pourquoi, sur les 23 000 dossiers qui ont été traités l'année dernière par la Banque de France, il n'y a eu que 107 demandes émanant des Français d'étrangers. C'est dire, à mon avis, que le dispositif du droit au compte en France est méconnu. Il est méconnu. Et donc, nous avons besoin, plutôt que de prendre une solution palliative disant « il faut s'adresser à une banque », je rappelle simplement que le groupe de la Poste nous évoque régulièrement dans les contacts qu'on peut avoir avec le groupe le fait que les missions de service public qui leur sont assignées ne sont pas compensées à hauteur des coûts réels. Donc ici, quand on dit tous les Français de l'étranger qui le souhaitent peuvent ouvrir un compte à la Banque postale, eh bien, systématiquement, tout le monde va aller s'adresser à la Banque postale, puisqu'il n'y a pas de raison d'aller s'embêter à vouloir choisir une autre banque, puisque de droit, ce serait à la Banque postale. Mais tout cela va induire des coûts, parce que si, effectivement, il y a autant de personnes vivantes à l'étranger qui ont des difficultés à accéder aux comptes tels que cela a été évoqué dans la discussion générale, ça veut dire que la Banque postale pourrait se retrouver avec un nombre de comptes extrêmement conséquent, avec des opérations compliquées parfois à mettre en œuvre compte tenu de l'éloignement. Et il existe. Il faudrait dire qu'il faudrait un véritable service public avec des agents, des moyens et tout. Mission impossible. Travailler à distance. Et pour ce qui concerne les justificatifs, il est clair que c'est parfois difficile, puisqu'il y a des pays où... quand il faut parler services publics et moyens, il n'y a plus personne. Du groupe d'amitié France-Équateur, Raphaël Correa a supprimé la poste en Équateur. Donc, on peut toujours envoyer un courrier. Je ne sais pas comment il arrive au destinataire dans ces pays. Et ça le fait rire. Mais voilà, donc il faut qu'on trouve d'autres systèmes. Mais
Mais vraiment, je vous dis, c'est le mécanisme qui existe, qui est totalement méconnu et qui, normalement, fonctionne particulièrement bien quand même. C'est dommage de devoir dire normalement. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'à l'occasion de ces explications de vote, chacune et chacun, et c'est bien légitime, redonne les arguments un peu généraux de pourquoi il se mobilise sur ce texte. Et vous me permettez c'est un peu le but, même oui. de répondre en disant que nous sommes appelés à examiner l'article 1er et que cet article 1er pose des questions et qu'il est légitime quand même que le gouvernement, qui doit être d'une certaine manière quand même garant de la construction du droit et d'un droit qui soit suffisamment On a commencé à solide étudier ensuite pour que le premier les droits amendement que du vous premier souhaitez article. donner à nos compatriotes français de l'étranger puissent simplement et réellement s'appliquer. Or, il me semble avoir entendu sur beaucoup des bancs qui se sont exprimés que chacun reconnaît que le dispositif qui est proposé souffrirait de quelques lacunes d'ordre juridique. Donc, il est assez cohérent qu'avec monsieur le rapporteur, nous soutenions un amendement parce que laisser rentrer dans le droit français, à travers un article qui ensuite va être codifié, des mesures qui ne respecteraient pas un certain nombre de dispositifs et de dispositions essentielles au bon fonctionnement de l'état de droit dans notre pays, me semble être quand même une position tout à fait cohérente. Et par ailleurs, c'est là qu'on voit que le Sénat, c'est une autre chambre, hein, parce que là, on a toute la gauche et toute la droite qui vont voter ensemble contre le centre. Et le centre, c'est-à-dire personne. Hein. Ils sont 30 à tout casser. Ou de fermeture de comptes qui peuvent paraître abusives. Donc la situation de la question et la gestion de fermeture de comptes qui peuvent paraître abusives. Et là, le gouvernement est vraiment en minorité, surtout depuis que les Républicains ont quitté la majorité. Les deux peuvent être liés, et d'ailleurs tout l'objet de ce débat le démontre bien. Mais il me semble nécessaire que pour répondre à une question qui est réelle, qui peut se poser de manière réelle, il y a parfois le législatif. Vous m'interpellez d'ailleurs sur les questions réglementaires. Je rappelle qu'en 2022, c'est bien une mesure réglementaire qui a encore amélioré l'accès au droit. Soyons attentifs, soyons prudents à ce que nous ne faisions pas rentrer dans le cadre de la loi des réponses qui peuvent se faire aussi par ordre réglementaire, et le gouvernement se tient bien évidemment à votre disposition pour travailler sur ces sujets. Ah, on est Merci, on est monsieur content. le ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 1 de Madame Goulet. Il a reçu un avis favorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Et tout le monde va voter contre. Cet amendement d'une demande de scrutin public du groupe de l'Union centriste. Le scrutin est ouvert. Voilà, donc pendant une bonne minute, les sénateurs vont pouvoir voter. Et donc ça explique, hein, du coup, je suis pratiquement sûr que c'est du vote à distance, ce qui expliquerait la minute de décalage, le temps que tout le monde reçoit la notif pour dire « attention, il faut appuyer sur un bouton, et tu te trompes pas, hein, s'il te plaît. » Puisque du coup, pratiquement tout le monde participe au scrutin, quand bien même l'hémicycle soit désert. Oula, je crois que j'ai eu des petits bugs dans la VOD. Mais ce qui est fou, c'est que donc au Sénat, le gouvernement ne dispose d'aucun appui concrètement actuellement, puisque les Républicains sont contre le gouvernement, l'ensemble des partis de gauche sont contre le gouvernement, le groupe RDPI, donc les macronistes du Sénat, sont contre le gouvernement. Il n'y a que l'Union centriste, les sénateurs de François Bayrou, qui sont pour le gouvernement. Bah, on a découvert ça avec Gouvernator, voilà, le fait que le Sénat pratique du vote à distance. Je pense que ça vient du moment de la crise sanitaire, au moment où il a fallu mettre en place des méthodes exceptionnelles pour garantir la continuité des institutions, et que ça a dû rester parce que ça a arrangé tout le monde finalement. Voilà. Et donc, ce qui fait que ne viennent en séance publique que celles et ceux qui ont des amendements à défendre et des prises de parole à observer. Je pense. C'est un peu l'analyse que j'en fais. Mais ça interroge effectivement sur la capacité de l'Assemblée nationale de pouvoir instaurer une telle mesure. Après, il y a peut-être un moyen aussi pour garantir que les députés soient bien en situation de pouvoir voter et pas simplement que tu as filé ta tablette à quelqu'un d'autre et qu'il a appuyé en ton nom sur le bouton alors que toi, tu peux pas, quoi. Il y a peut-être aussi ça. Personne ne demande à voter ?
Le scrutin est clos. Votant 342, exprimé 342, pour 202, contre 141. Le Sénat a adopté cet amendement et l'article 1er n'est pas adopté. What? Un article additionnel. Attendez. Alors ça, waouh. Alors ça, par contre, c'est une surprise. C'est-à-dire que grosso modo, les Républicains ont voté pour l'amendement de suppression. Les non-inscrits n'ont pas voté, comme la dernière fois. Il y a pas mal de Républicains, quelques-uns qui ont voté contre. Voilà. Et donc, sinon, il y a quand même une majorité qui a voté. Donc, l'article 1 est tombé. Il y a un amendement numéro 3. Monsieur Savoldelli, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avant le décret du 11 mars 2022, le demandeur devait obligatoirement se munir d'une attestation de refus pour saisir la Banque de France. Ce décret a constitué un progrès réel que nous reconnaissons Alors volontiers. ça, c'est surprenant. L'absence de réponse d'une banque sous quinzaine vaut désormais refus implicite ouvrant droit à cette saisine. Mais le problème, c'est que ce progrès, il bute sur une limite que le décret n'a pas su franchir, Monsieur le Ministre. Il suppose en amont que le demandeur ait pu déposer une demande ou un dossier. Or, par exemple, si on prend un ressortissant français ou une ressortissante française établie à Abidjan, à Montréal, à Séoul ou ailleurs, cette première étape est souvent hors de portée. Pas de guichet accessible, des démarches à distance refusées, aucune agence locale joignable et donc aucun refus implicite ou explicite à produire. Et là, le délai des 15 jours ne court jamais parce que le compteur ne débarre jamais. Certes, l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un courriel peut suffire à enclencher la procédure, mais nombre de nos compatriotes s'arrêtent bien avant, découragés. Et puis, il faut se dire les choses, on a, comme tout le monde ici, travaillé le sujet. J'ai été voir sur le site de la Société Générale, par exemple. Ah, la Société Générale. Elle indique Géniale. explicitement sur son site Internet que l'ouverture d'un compte est conditionnée à une résidence principale en France métropolitaine. Donc Ça, les Français de c'est pas mal comme l'étranger, argument. ça dégage. Donc cette condition présentée comme un prérequis absolu clôt la démarche avant même qu'elle ait commencé. Donc, Comment on fait quand la Banque de propose une France réponse renvoie vers la ciblée, Société Géniale proportionnée, permettent à nos compatriotes d'établir par tout moyen l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se sont trouvés pour faire valoir leur dossier, saisir directement la Banque de France sans passer par une étape devenue fictive pour eux. Évidemment, dans les réponses, on va avoir une mémoire des réponses qui nous ont été préalablement faites sur l'amendement de notre collègue Goulet. On va voir la cohérence, la sincérité. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Qui est un La chéquier commission est défavorable, Moi, j'en ai pas non plus. Monsieur le Président. Et oui, considérant qu'il y a un dispositif qui Donc existe, défavorable, commission. les formalités pour pouvoir accéder au droit au compte ont été sérieusement allégées, puisqu'il suffit de montrer qu'on a fait une demande à la banque et sans réponse sous 15 jours, on peut effectivement saisir la Banque de France. C'est un dispositif de droit commun qui fonctionne bien, puisque 23 000 demandes ont été formulées, traitées par la Banque de France l'an passé. C'est dire que ça fonctionne. Donc défavorable. Merci. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Défavorable Avis aussi. également défavorable. Je veux remercier M. Savoldelli parce qu'il vient donner un argument à l'article 1 et au fait de l'avoir rejeté, puisque vous avez indiqué à un moment que pour des Français de l'étranger, c'était un problème quand aucune agence locale n'était ouverte pour pouvoir répondre aux questions, ce qui montre bien que faire recours à la Banque postale qui n'a pas d'agence locale était sans doute pas le meilleur des outils pour répondre à la problématique. Et par ailleurs, comme l'a dit monsieur le rapporteur, il est nécessaire quand même d'avoir fait la démonstration qu'on a fait des démarches auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires pour pouvoir ensuite se saisir la Banque de France. Donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Mme Richard pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas trop cet argument. En réalité, on parle de l'accès au compte bancaire en France. Personne ne demande à la Banque postale d'établir des annexes partout dans le monde. Le sujet, c'est avoir un compte bancaire en France pour percevoir des remboursements de sécu, la pension de retraite ou pouvoir payer les impôts de la maison de famille depuis un compte en France. Vous n'êtes pas sans savoir que les virements internationaux peuvent être particulièrement chers et compliqués, voire bloqués. Quel est cet argument de la Banque postale qui n'existe pas dans suffisamment de pays? La France n'est plus un État colonialiste. Nous n'avons pas des banques, des succursales partout dans le monde. Ce n'est pas le sujet. Je vais mettre au... Monsieur Savoldelli pour explication de vote. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne connaissais pas si affectionnait la dialectique, Monsieur le Ministre.
Ça ne vous arrive pas tous les jours. Ouf. Écoutez attentivement. Ça, c'est fait. La question qui est posée par cet Pendant que je amendement, vois qu'il ne reste moins d'une heure à la niche et ce c'est sera la terminé pour possibilité aujourd'hui. pour tout ressortissant à l'étranger de pouvoir saisir la Banque de France. La même Banque de France qui doit désigner un établissement. Moi, j'entends plein de choses. Il reste ici, 7 je sais amendements. pas. Franchement, j'ai aucune Un suspicion, article défiance, etc. en Je 59 comprends pas minutes. pourquoi on Il va falloir s'arc-boute s'accrocher. Hein. sur cette affaire de ce point de vue-là. On peut dire que c'est la PPL, faut encore améliorer. Il peut y avoir des décrets d'ailleurs qui améliorent si on a vraiment volonté que ça avance. Moi, je l'entends. Mais je vous avoue très sincèrement, mes collègues, je vous avoue, je sens un front de résistance que je n'arrive pas complètement à m'expliquer. Voilà. On a essayé de nous mettre un coup de fraude fiscale alors que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et on sait ici, c'est pas moi qui vais être en deçà de ces questions-là sur la question de la fraude fiscale. Et là, on se bloque sur tout. Non, Banque de France, qui doit pouvoir désigner un établissement, n'importe lequel que ça soit. C'est ça la question. Donc voilà, normalement, on devrait pouvoir avoir une majorité qui est favorable à ce qu'il y ait ce droit ouvert à nos ressortissants étrangers. Merci. Madame Vogel, pour explication de vote, allez-y. Allez, on continue. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement spécifier que ce dispositif, c'est exactement le dispositif que nous avions déposé auparavant, avant de proposer l'article 1 que vous avez supprimé, en partant du principe qu'un des principaux obstacles à l'exercice du droit au compte, c'est bien qu'il est impossible la plupart du temps d'obtenir un refus de la banque. Et donc nous avions effectivement proposé qu'on puisse directement saisir la Banque de France sans passer par la case refus d'une banque, très compliqué à faire. Et nous avions auditionné la Banque de France, ce qui fera plaisir à Nathalie Goulet, qui nous avait expliqué que c'était plus compliqué, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec un autre dispositif alternatif qui en réalité pourrait tout à fait être complémentaire, qui aurait permis de ne pas avoir besoin d'aller vers la Banque de France qui désigne une banque qui après pourra vous fermer votre compte de toute façon et de pouvoir directement ouvrir un compte à la Banque postale. Mais c'est effectivement une solution qui était celle que j'avais privilégiée au départ et c'est la raison pour laquelle mon groupe évidemment votera en faveur de l'amendement. Très bien. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 3. Allez, c'est l'heure du vote. vote. Il a reçu un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Et sur cet amendement, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'Union centriste. Le scrutin est ouvert. Ah, mais c'est comme ça qu'ils font le vote à distance, parce que sinon, ce serait uniquement celles et ceux qui sont présents dans l'hémicycle. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des demandes de scrutin public systématiques. Vous savez, je dis beaucoup que pour les niches, je vous invite à venir et à poser des questions pour comprendre le fonctionnement du Sénat. Sachez que, même pour moi, hein, je découvre aussi plus en profondeur le fonctionnement du Sénat et que même pour moi, voilà, il y a des choses que je découvre et que j'apprends. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ces journées-là de niche parlementaire aussi du côté du Sénat. Moi, avant notamment de me lancer en tant que streamer, j'étais un grand habitué des séances de l'Assemblée nationale. Et effectivement, pareil, le Sénat, je m'y étais intéressé quelques fois et j'avais remarqué à quel point c'était un monde qui était complètement différent de celui de l'Assemblée nationale. Et je ne parle pas seulement que de l'ambiance. Et d'ailleurs, je vous parle d'un temps précédent dissolution et majorité relative. Je vous parle d'un temps où il y avait quand même une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais qu'au Sénat régnait toujours une autre ambiance une autre ambiance et une autre méthode de travail que celle de l'Assemblée nationale. Vous remarquerez l'habileté à laquelle j'essaye de meubler pendant que le scrutin a lieu. Voilà, merci. Le scrutin est clos. Alors, voilà les résultats. Nombre de votants 342, exprimés 341 pour, 140 contre, 201. Le Sénat n'a pas adopté cet amendement. Donc forcément, c'était prévisible. Nous en arrivons à l'article 2. Sur cet article, j'ai une demande de prise de parole de Madame Olivia Richard. Je vous en prie. Je vous ai manqué, j'en suis sûre. Vous m'avez manqué. Face à toutes les objections qui ont été levées, j'aimerais partager un dossier qui m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'une dame, il me semble, de 94 ans, qui habitait en province au Chili, qui était hébergée dans un foyer allemand. Elle ne parlait pas allemand.
C'était une veuve de Français et sa pension de réversion était bloquée, son compte en France ayant été fermé. Et pendant 3 ans, elle n'a plus de moyens de subsistance. Et là, on peut saluer la solidarité des communautés françaises à l'étranger qui ont pu lui permettre de survivre jusqu'à ce qu'on arrive à surmonter un nombre d'écueils incalculables pour réussir à relancer les paiements. Je pense à cette dame qui est probablement décédée aujourd'hui parce que c'était il y a quelque temps. Surtout si elle a fêté son quart de siècle au Sénat. Les arguments qui sont opposés à ce texte, c'est que j'entends qu'il n'est pas parfait, que quand même il faut être sérieux, que c'est mal écrit, que c'est pas... je rappelle que pour avoir été rapporteur moi-même un certain nombre de fois et pour l'être encore, lorsqu'une rédaction n'est pas parfaite, on travaille pour essayer de trouver une solution qui soit plus solide et robuste au point de vue légistique. Il n'est pas interdit à qui que ce soit dans cet hémicycle de proposer des amendements qui tiendraient davantage la route quand chacun des parlementaires de cette Assemblée représentant les Français de l'étranger monte au créneau pour dire on a un vrai problème, écoutez-nous. Voilà, je ne comprends pas qu'on n'ait pas réussi à atterrir sur une version acceptable pour tout le monde. Merci. Pour la présentation de l'amendement numéro 2, Madame Goulet, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président. Ah non, on est sur le 2. Okay. Il s'agit d'un amendement de suppression. Cet article dans l'article 2 allonge le délai de préavis pour la résiliation du compte de dépôt en France de 2 à 4 mois lorsque le compte est détenu par un titulaire à l'étranger. Donc on en a déjà beaucoup parlé. On a expliqué que ce doublement de durée allait créer une rupture d'égalité entre les titulaires du compte et que compte tenu des obligations réglementaires exposées préalablement et notamment LCBFT, l'augmentation du délai de préavis aurait pour effet dans certaines situations d'imposer aux banques de maintenir une durée excessive de 4 mois la relation bancaire, tandis qu'il existerait des raisons impératives de résilier dans un très bref délai la dite relation et l'augmentation du délai de 2 à 4 mois augmenterait, nous dit la Fédération française des banques, significativement les risques LCBFT. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission, Monsieur le Président, est favorable, effectivement. D'une part parce que il est important de garder un système qui permette de lutter contre... Donc, pardon, parce que j'ai oublié de préciser, on est sur l'article 2 qui prévoit l'extension du délai de clôture de compte bancaire de 2 mois à 4 mois. Et donc, on est sur l'amendement de Nathalie Goulet qui prévoit la suppression de l'article 2. Encore plus prudente vis-à-vis de nos concitoyens français de l'étranger qui veulent ouvrir des comptes si jamais le temps durant lequel ils doivent garder les comptes ouverts sont plus importants que pour les autres concitoyens. Cela pourrait inciter les banques à être un peu plus réticentes à ouvrir des comptes pour les Français de l'étranger. Or, nous souhaitons ils sont déjà réticentes, les banques, donc un peu plus, un peu moins. Continuer à ouvrir des comptes pour les Français de l'étranger. Et je le rappelle, je le dis et je le redis, c'est pas du tout contre les Français de l'étranger que nous avons quand même cette position, mais c'est pour que les dispositifs qui existent, qui concernent le droit au compte pour l'ensemble de nos concitoyens, soient effectivement mieux connus, mieux appliqués. Parce que là, on va laisser une situation discriminante. Ce texte aujourd'hui devrait contribuer à faire mieux connaître justement les dispositifs existants. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Avis défavorable également, Monsieur le Président, parce que redonner 2 mois supplémentaires, on a la question quand même d'un risque d'utilisation frauduleuse d'un compte, et de donner 2 mois supplémentaires dans la procédure de clôture ne nous semble pas légitime. Il faut aussi s'assurer que l'utilisation des comptes et la nécessité parfois de les fermer se fait dans les délais qui sont les mêmes partout pour les Français, quels qu'ils soient. Monsieur le ministre, on est d'accord, vous êtes favorable à la suppression de l'article? Entendu. Donc favorable à l'amendement de suppression. Et puis Madame Vogel. Madame Volivier, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Camille Olivier, des écologistes. Je m'étonne de l'avis favorable du gouvernement à cet amendement, dans une situation où vous avez une ministre au sein même de votre gouvernement qui, avant d'être désormais ministre en charge des Français de l'étranger, a elle-même déposé une proposition de loi dans laquelle elle demande l'allongement du délai de 2 à 4 mois pour notifier la fermeture d'un compte pour les Françaises et les Français. Ah donc si au sein du gouvernement, ils n'arrivent pas à avoir une seule parole. Et là, on entend que le gouvernement est contre
cette mesure. Alors, je veux bien que vous ayez des amendements, enfin des discussions intergouvernementales entre membres du gouvernement sur ce point, mais alors même que vous avez la ministre en charge des Français de l'étranger qui reconnaît qu'il y a un problème concernant ce délai de 2 mois, le gouvernement doit être la ministre donne un avis Pokémon là, favorable des à Français de l'amendement de l'étranger. suppression de cet article. Permettez-moi d'exprimer une certaine incompréhension à C'est cette lui qui fait position. coucou, Stéphane. Merci. Madame Vogel. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, il y a une forme de bizarrerie à avoir le gouvernement qui s'oppose à un dispositif qui est soutenu, et je crois, je ne peux pas parler pour elle, mais encore aujourd'hui, par la ministre en charge des Français de l'étranger, qui, je crois, le soutient pour une raison très simple. C'est qu'elle sait très bien que c'est utile, puisqu'elle était, avant d'être ministre, députée des Français de l'étranger. Ah bah voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment Anne Jeuneté. Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que cette disposition, nous l'avons déjà adoptée ici au Sénat, et qu'il y aurait une autre bizarrerie à la rejeter aujourd'hui lorsque les Françaises et les Français de l'étranger sont particulièrement, spécifiquement Éléonore Carrois, Par ministre ailleurs, des Français de j'aimerais l'étranger. ici qu'on prenne tout de même collectivement acte du fait qu'il s'agisse Je du ne connais pas ce rapporteur Pokémon. ou du ministre, aucune proposition n'a été faite jusqu'à présent pour trouver des solutions qui vous paraîtraient meilleures que celles que nous avons proposées. Voilà. Le rapporteur La solution du gouvernement, refusé c'est de pas avoir de le solution. fait que nous puissions avoir un dialogue constructif pour trouver d'autres solutions. Et moi, je veux dire de manière très franche et très ouverte que j'étais parfaitement ouverte au fait que l'on trouve d'autres dispositifs améliorés. D'ailleurs, le fait que mon amendement numéro 4, qui, j'imagine, ne va pas pouvoir être voté, ait été déposé, est le signe de cette situation où nous avons eu un refus de travailler collectivement pour répondre à ce problème. Alors moi, je veux bien entendre que tel point ne vous satisfait pas, que tel dispositif précis peut-être pourrait éventuellement poser un problème de droit de la concurrence, ce que nous n'avons pas démontré par ailleurs, mais éventuellement ce serait une possibilité. Mais je n'ai toujours entendu aucune proposition, ni de la part du rapporteur, ni de la part du gouvernement, pour répondre à un problème qui touche des centaines de milliers de compatriotes à l'étranger. Vous n'avez aucune réponse à leur fournir, et je pense qu'ils s'en souviendront. Merci, ma chère collègue. Je mets aux voix cet amendement numéro 2 de Madame Goulet. Une demande de scrutin public de l'Union centriste. Vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Ah, ça laisse le temps à l'Union Juste centriste de répondre faire sa demande de scrutin à ce qui a public. été dit à la fois par Olivier Richard et par Mélanie Vogel sur le fait qu'on n'a pas de solution alternative, tout simplement. J'aime beaucoup, moi, le style d'Olivier Richard. Le temps légistique étant programmé, il ne nous a pas été possible de trouver des solutions qui soient convenables. J'ai évoqué, je l'ai dit dans la discussion générale ce matin, effectivement, il doit y avoir des problèmes compte tenu des commentaires que vous avez, des propos que vous avez tenus ce matin lors de la discussion générale. Ce qui est intéressant en plus, c'est que Olivier Richard, elle est membre de l'Union centriste. Il faut trouver la solution la plus appropriée. Malgré le fait que ce soit une sénatrice des Français de l'étranger. Elle est membre de l'Union centriste, ne nous semble pas la l'Union solution centriste qui fait barrage à la PPL. D'abord parce qu'elle introduirait aussi un principe de distorsion de traitement entre nos concitoyens qui sont sur le territoire national et nos concitoyens qui sont implantés à l'étranger, que cela induirait des charges aussi dont il faut savoir qui devra l'assumer. Il faut aussi en tenir compte, bien entendu. Mais si la ministre des Français de l'étranger est sensibilisée au sujet, on espère que très rapidement, elle ouvre avec les sénateurs et députés de l'étranger une concertation pour formuler très rapidement une proposition permettant d'arriver à une solution qui soit acceptable par tous, à la fois par les acteurs bancaires au regard des obligations légales qu'ils doivent assumer, et puis de façon cohérente par les pouvoirs publics qui devront assumer une charge si un dispositif particulier et spécifique est mis en œuvre. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Richard, je vous en prie pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas non plus cet argument de la distorsion. Encore une fois, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire. Quand il y a une absence d'égalité entre les gens, la loi peut aménager la situation afin de permettre une égalité de droit. Je vous rappelle ainsi que les députés des Français de l'étranger sont élus par Internet,
Ça n'existe pas en France. Je vous rappelle que les électeurs établis hors de France qui votent dans les consulats peuvent recevoir 3 procurations. C'est une en France. On aménage le droit en fonction des réalités. Exactement. Pour permettre un égal accès au droit. Ça, c'est constitutionnel. Très bien. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 2. Il a reçu un avis favorable de la commission, un avis favorable du gouvernement. Et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'Union centriste sur cet amendement. Le scrutin est ouvert. Qui est étonné? Non, mais de toute façon, sur le 4, le 9, le 5 rectificatif, le 6 rectificatif, le 7 rectificatif et le 8, on aura des demandes de scrutin public de l'Union centriste. Hein, voilà. Donc, accrochez-vous, j'ai envie de dire. Enfin, accrochez-vous, c'est surtout à moi de m'accrocher. Alors que nous sommes à moins de 3/4 d'heure de la fin de la niche. Et là, pour le coup, c'est comme à l'Assemblée nationale. Hein. Passé 16 heures, hop, c'est fini. Que le texte soit adopté ou non, c'est fini. La niche prendra fin. On aura une suspension de séance et après, le Sénat reprendra son cours normal sur la semaine de contrôle de l'action du gouvernement. En revanche, la niche écologie sera terminée, pardon, je failli dire des bêtises, et en plus c'est la dernière de leur session parlementaire et donc la prochaine fois ce sera l'année prochaine. Voilà, donc c'est la dernière chance pour les écologistes. Demande à voter. Eh, ça va de plus en plus vite. Salut Nico. Je crois qu'il y a un problème de micro, non? Ah, ça vote encore. Ah. Tiens, on va faire une prédiction, justement, histoire de s'amuser. Hop. Hop, vous allez pouvoir parier tous vos points de chaîne. Là, c'est le moment. C'est le moment de vous réveiller, de sortir du lurk. Alors. Oula, il faut que j'écrive correctement. Ira-t-on au bout du texte? Hop. Ah oui, alors j'ai le problème d'interface, là c'est chiant ça. Hop. Allez, je vous mets 5 minutes pour parier tous vos points de chat. Voilà, à vous de voter. Voilà, vous pouvez voter dans le chat Twitch. 322 pour 181 contre 141. L'amendement numéro 2 est adopté. Donc l'article est supprimé. Numéro 4 tombe et l'article 2 n'est pas adopté. Des articles additionnels après l'article 2. Je donne la parole à monsieur Ronan Le Gleut pour défendre l'amendement numéro 9. De toute façon, tous les amendements qui restent, c'est ceux Merci, monsieur le Président. de Ronan Le Gleut. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est depuis 1946 que les Français qui vivent à l'étranger sont représentés au Parlement de la République française. 1946. Et aujourd'hui, dans le débat qui nous réunit, vous avez 12 sénateurs des Français de l'étranger, de toutes les bancs, de toutes les familles politiques. Tous, quelle que soit leur famille politique, sont en train de vous expliquer que nous avons un sérieux problème de droit au compte pour les Français de l'étranger. Et vous n'écoutez faites rien. monter les enchères, là, je Ce compte sur vous. problème, nous le connaissons depuis des années. Tous ceux qui s'occupent des Français de l'étranger savent que sur le droit au compte, nous avons un sérieux problème. Écoutez-nous, les 12 sénateurs des Français de l'étranger sont unanimes. Quand nous sommes tous d'accord. Il est sénateur des Français de l'étranger, Ronan Le Gleut, et il est membre des Républicains. Vous n'écoutez pas les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Bah, il est bien énervé. Hein. Salut Octopi, bienvenue sur la fin de ce stream, j'ai envie de dire. L'amendement ici présenté il n'a pas fini. Vise à modifier l'article L312-1 du Code monétaire et financier. Parce que, bien souvent, les banques exigent une présence physique pour pouvoir ouvrir ses comptes en banque. Bon. Vous voyez bien que quand on habite au bout du monde, si, par exemple, on est une personne âgée, qu'on vit, la subsistance tient à une petite retraite qui est reversée sur un compte en banque en France, il est impossible de venir physiquement.
Donc le droit au compte constitue une garantie essentielle pour les Français établis hors de France. Toutefois, son effectivité, c'est de ça dont on parle. Faire un camp Paris, c'est plus facile que faire un Paris de l'exigence Paris-Melbourne. En pratique d'une présence physique dans une agence bancaire. C'est la raison de cet amendement. Afin de permettre un accès effectif au droit au compte, les établissements de crédit mettent en œuvre des procédures d'identification et de vérification d'identité à distance, dans des conditions conformes. L'écoutez pas, faites monter les enchères. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en s'appuyant notamment sur des dispositifs d'identité numérique reconnus par l'État. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Bien, c'est un avis défavorable, monsieur le président. Alors, la présence physique n'est pas requise, puisque les banques en ligne fonctionnent de façon totalement dématérialisée. Donc la présence physique n'est pas effectivement requise pour ce qui concerne l'ouverture d'un compte. Donc sur les modalités de correspondance avec les usagers, l'amendement numéro 8 du collègue permettrait de satisfaire cette disposition. Et pour ce qui concerne la convention de dépôt, que la convention de dépôt du droit au compte soit portée à 4 mois pour les personnes de nationalité française à l'étranger, la résiliation, il faut préciser, intervient dans des cas qui sont bien précis, pour motif d'incivilité envers le personnel de la banque ou dans le cadre des obligations de vigilance associées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Et en dehors de ces motifs bien identifiés, il n'est pas possible de fermer un compte de dépôt ouvert dans le cadre du droit au compte que si la personne dispose déjà d'un deuxième compte de dépôt ouvert en France ultérieurement. Allez, il vous reste un peu de temps pour faire monter les enchères, le chat. Même avis que celui du rapporteur, monsieur le président. Donc je vais mettre aux voix cet amendement numéro 9, avec un avis défavorable de la commission, défavorable du gouvernement, et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'Union centriste sur cet amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte du Sénat. C'est jamais dit, hein. Il n'y a pas de scrutin public annoncé dans l'enceinte du Sénat. Non, c'est scrutin est ouvert, tu te démerdes. Ce qui est quand même fou, c'est que du coup, c'est des amendements. Là, les 5 qui restent, dont celui qu'on étudie, viennent du même sénateur, hein, Ronan Le Gleut, sénateur des Français hors de France, membre des Républicains, qui reçoit quand même un avis défavorable du gouvernement et de la Commission. Donc, m'est avis que les 4 derniers, là, ils vont avoir un destin bien funèbre. Des sénateurs qui parlent de la réalité des Français de l'étranger et un gouvernement, un rapporteur qui s'oppose avec de la théorie. Ouais, bah oui. Ouais. Non, mais là, c'est... Et heureusement qu'on est au Sénat, parce qu'on serait à l'Assemblée nationale, ça vociférerait, ça claquerait du pupitre. Non, là, on revient de la pause déjeuner. En plus, je vous rappelle, on est dans les fauteuils du Sénat. Et je ne vous vanterai jamais assez la qualité de confortabilité des fauteuils du Sénat, dans lequel j'ai eu l'occasion, moi, de poser mon séant pendant les journées du patrimoine. Ah bah, je peux vous dire que la seule envie de lutte qu'on a quand on est au Sénat, c'est la lutte contre le sommeil. Mais ça va changer, effectivement. Alors, les communistes, ils sont quand même 26, je crois, dans le groupe CRCEK. CRCEK, 18, pardon. Par contre, effectivement, il n'y a pas encore de sénateurs insoumis. Le scrutin est clos. Mais par contre, il y a déjà des sénateurs RN qui, par contre, ne sont pas là. Ils ne siègent pas aujourd'hui. Pour 141 contre 181. Le Sénat n'a pas adopté cet amendement. Ça dégage. Article additionnel après l'article de l'amendement numéro 5, c'est M. Ronan Le Gleut qui le défend. Je vous en prie, mon cher collègue. Amendement 5. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit ici d'insérer une phrase dans le cas des personnes physiques de nationalité française résidant hors de France. Cette résiliation, donc on parle ici de la résiliation arbitraire par les banques de compte en banque de Français établis hors de France, fait également l'objet d'un envoi sur un autre support durable. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons des Français qui vivent à l'étranger, qui se voient fermer leur compte en banque, qui se retrouvent dans des situations Je suis d'accord avec toi, Octopi. dramatiques. Ouais. Et il n'a pas réapparu, du moins pendant les séances de questions au gouvernement. De cette fermeture de compte en banque par voie postale. Tu me dirais, il n'était pas là non plus hier. Alors, le temps que le courrier hier, dans les deux chambres.
eh bien, il advient que parfois, nous soyons après... Alors, attendez, c'est le 5 rectifié ou le 9, Monsieur le Président? C'est le 5 rectifié. Là. Bon. Donc ça, c'est la question de la présence physique du demandeur. Pardon, je l'ai déjà attendez, les évoqué fiches. dans l'amendement précédent. Ah bah ça j'ai l'habitude aussi avec la République bien, du avis de RP, la là. commission, monsieur Alors, le le rapporteur. 5 rectificatif, non, ça c'est le Une 9, demande de retrait, le 6. sinon défavorable, effectivement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la présence physique n'est pas requise. Il y a d'autres moyens de pouvoir vérifier l'identité, notamment le recours à des dispositifs dématérialisés. Et puis, l'amendement prévoit aussi que l'établissement de crédit procède à l'ouverture effective du compte dans un délai qui ne peut excéder 5 jours ouvrés à compter de la réception d'un dossier complet. Or, aujourd'hui, c'est 3 jours ouvrés. Ça voudrait dire que l'amendement serait moins disant que la situation actuelle. Donc, proposition de retrait. Donc retrait, donc de retirer l'amendement, ou bien ce serait un avis défavorable s'il est maintenu. Oui, c'est le même avis que Monsieur le rapporteur, c'est une demande de retrait parce qu'en fait les dispositions actuelles de droit satisfont d'ores et déjà votre demande. Donc je propose de retirer votre amendement, Monsieur le sénateur. Monsieur Le Gleu, vous maintenez votre amendement? L'amendement numéro 5 est retiré par Monsieur Le Gleu. Donc retiré. Nous en arrivons toujours après l'article 2 à un amendement numéro 6. Rectifié. Monsieur Le Gleu, c'est à vous. Alors Merci, que revoilà Monsieur Monsieur le Le Président, Gleu. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit ici d'assurer la pleine effectivité du droit au compte pour les Français établis hors de France, en cohérence avec l'économie générale de la proposition de loi. En l'état du droit, les services bancaires de base sont définis de manière uniforme, sont prises en compte des contraintes spécifiques liées à la résidence à l'étranger. Cette situation limite Si, Bruno Le Maire, il était souvent là au QAG. pour les Français de l'étranger, notamment en matière d'accès à distance, de gestion des opérations internationales et de reconnaissance de documents étrangers. Plutôt que de redéfinir ou d'élargir substantiellement le contenu de ces services, Peut-être pas pendant le budget, par l'amendement contre. propose une approche proportionnée Quand il était consistant à préciser que ces services doivent être fournis dans des conditions adaptées à un usage international. Je vous remercie. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, cet amendement prévoit que pour les Français de l'étranger inscrits sur les listes consulaires, les services bancaires de base mentionnés au présent article sont fournis dans des conditions permettant leur utilisation effective à distance et dans un environnement international. Dans ton bureau? Ah, Alors, je mais voudrais m'arrêter un j'ai instant plus de sur bureau, cet moi. amendement parce que Non, puis j'ai autre chose à faire que recevoir Bruno Le Maire. C'est du malentendu sur lequel est assise cette proposition de loi. Le droit au compte bancaire n'est pas un droit à un compte ordinaire assorti de l'ensemble des services classiquement proposés par une banque. Il n'est pas un moyen de forcer un établissement de crédit à contracter une relation commerciale avec un client. Il n'est pas, par exemple, possible d'exiger une carte Gold dans le cadre du droit au compte ou de procéder à des virements hors zone CEPA, car il s'agit d'un droit palliatif, à défaut d'ouverture d'un compte par les voies ordinaires, et nécessairement minimal. C'est toute la logique oui, des dans services Europa bancaires de 5, base oui, pardon. qui sont Faut que je définis refasse par la le voie lien. réglementaire. Oui, mais j'ai fini par le alors, de façon, guillotiner. c'est vrai, voilà. restrictive aujourd'hui. Hein, et donc, les services bancaires de base comprennent un certain nombre de mesures. Alors, enrichir ainsi le contenu des services bancaires de base offerts dans le cadre de la procédure du droit au compte serait donc un dévoiement de la procédure et une contrainte financière supplémentaire pour les banques qui, aujourd'hui, jouent quand même le jeu pour la plupart. Donc, l'objectif de ce droit au compte, je le redis, est déjà très dérogatoire au droit commun et de permettre l'ouverture d'un compte en tant qu'il permet ensuite d'exercer un certain nombre de droits et de devoirs, recevoir une pension de retraite, payer ses impôts, etc. Donc, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est un avis également défavorable parce que le Code monétaire et financier prévoit la gratuité des services bancaires de base, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, réservés aux titulaires d'un compte ouvert à l'aide de la procédure de droit au compte. Conséquence, ces services sont limités et n'incluent pas les virements internationaux hors zone CEPA. J'ajoute que l'accès dématérialisé au compte est d'ores et déjà assuré par plusieurs établissements bancaires pour les Français de l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire dans le Code monétaire et financier. Enfin, la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme impose aux banques des obligations de vigilance et de transparence pouvant les conduire à demander des justificatifs à leurs clients, notamment pour des opérations jugées comme risquées. Dans ce cadre, la réglementation leur permet d'ores et déjà de tenir compte de justificatifs émis par des autorités étrangères. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je mets aux voix cet amendement numéro 6 avec un Demande de avis scrutin défavorable public de la commission, défavorable du gouvernement. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Union centriste. Ils savent faire que ça, l'Union centriste. Hein. Allez, une nouvelle demande de scrutin public, ça va peut-être aller un peu plus vite cette fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, moi j'ai souvenir du QAG, mais c'était il y a vraiment longtemps, là pour le coup ça commence à remonter, où effectivement il y avait une championne de l'absence alors qu'elle a été concernée, c'était Nicole Belloubet, quand elle était ministre de la Justice. Et c'est justement moi tout au début, quand je commençais à regarder les QAG, c'était à l'époque en 2017, non 2018 peut-être, ouais voilà, et à chaque fois... je connaissais pas trop la formule et tout, je m'intéressais au principe et j'entendais les députés de tous les bancs dire mais où est la ministre, c'est à la ministre qu'on voulait s'adresser et tout, et c'était une championne pour sécher les QAG. Mais ça, je vous parle d'un temps il y a bientôt 10 ans. Hein. Nombre de votants 342, exprimé 322 pour 140 contre 182. Le Sénat n'a pas adopté. Allez, ça dégage aussi. Toujours après l'article 2, l'amendement numéro 7. Monsieur Le Gleut, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la présente proposition de loi vise à garantir un droit au compte effectif pour les Français établis hors de France. Toutefois, l'accès à un compte bancaire, bien qu'essentiel, ne permet pas à lui seul une pleine inclusion financière. De nombreux Français résidant à l'étranger se heurtent en pratique à des refus de crédit fondés principalement sur leur lieu de résidence ou sur des difficultés d'appréciation de leurs revenus perçus à l'étranger. Ce refus, parfois insuffisamment motivé, peut conduire à des situations d'inégalité d'accès aux services bancaires. Le présent amendement vise donc à garantir non, c'était Yael Braun-Pivet, l'examen effectif et transparent des demandes. Parce que c'était à l'époque où Yael Braun-Pivet était présidente de la commission des lois. Sans remettre en cause la liberté d'appréciation. Parce que le gouvernement n'a pas à se... Il prévoit également la possibilité de saisir un médiateur afin de faciliter le règlement des situations de blocage dans la continuité des mécanismes existants en matière de droit au compte. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Salut, comment ça va? De mon côté, j'ai rien à faire depuis 13 heures et ma responsable a eu l'air un peu vexée quand je lui ai dit que si c'était pareil demain, je lui demandais pour prendre congé MDRRR. Là, nous, on est sur la fin de la niche des écologistes. En effet, la banque est obligée de procéder à des vérifications au titre de la lutte contre le blanchiment du terrorisme. Alors là, et elle est libre de sa politique commerciale et notamment du crédit en fonction d'une évaluation des risques au cas par cas ou selon des critères plus généraux. Si elle considère que la résidence dans un pays donné présente des risques pour le remboursement des échéances, elle est libre de son analyse. Le droit au crédit, ou au moins à la motivation du refus d'un crédit, serait une innovation assez détonnante. Aurait-on idée de créer un droit à l'examen effectif de sa demande de crédit pour les personnes en CDD ou les personnes âgées? Je ne pense pas. Alors, pourquoi le prévoir pour les Français de l'étranger singulièrement? Et on voit mal de toute façon comment le médiateur qui serait désigné par la Banque de France aurait les moyens de contester le motif de refus opposé par l'établissement de crédit. Et s'il le contestait, quelle serait la conséquence? La banque serait-elle forcée d'octroyer un prêt? Donc défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Également défavorable, Monsieur le Président. Il existe effectivement un droit au compte, mais pas un droit au crédit. Je mets aux voix cet amendement numéro 7. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Max, et je te laisse bien t'installer sur la fin de cette niche. Par le groupe UC. Allez, un nouveau scrutin public. Bon, c'est l'heure pour moi de meubler. Je sais pas, là, je commence à... Merde, il reste 2 amendements, je commence à manquer de sujets sur lesquels meubler pendant le temps du scrutin public. Non, bah écoutez, je regardais le calendrier, il y aura peut-être une prochaine niche qu'on pourra faire, ce qui serait normalement la dernière, enfin l'une des dernières de la législature. Ce serait entre le 10 et le 11 juin de ce que j'avais vu. Je crois c'est écologiste et... Non, c'est pas RDPI. Si, c'est peut-être RDPI. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Écologiste, socialiste, ça c'est sûr. Ils ont une niche prévue le 10 juin et il y en a une deuxième le 11 juin qu'on pourra peut-être suivre aussi. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Le scrutin est clos. « 342 exprimés, votants. 304 pour 124 contre 180. Le Sénat n'a pas adopté ça dégage aussi. Nous en arrivons au dernier amendement de ce texte, l'amendement numéro 8. Et c'est Monsieur Ronan Le Gleut qui est debout pour le défendre. Debout.
Merci, Monsieur le Président. Debout pour défendre les Français de l'étranger, effectivement. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à ce que les banques soient tenues de prévenir les Français établis hors de France par voie postale et par le biais d'un autre support type courriel. Vous imaginez bien que quand vous êtes au bout du monde et que vous ne recevez pas votre courrier à temps pour vous signaler la fermeture de votre compte en banque, vous n'avez pas le temps ensuite de faire valoir le droit au compte et vous vous retrouvez dans des situations extrêmement difficiles. Cet amendement modifie le vote sur l'ensemble, ça va être marrant, là, juste après on va avoir le vote sur l'ensemble, il n'y a plus rien, le texte a été complètement dépouillé. Afin que nous remplacions et que le terme « et » soit utilisé pour que les voies électroniques en fait, oui, il n'y aura pas de vote, il n'y a plus d'article 1, il n'y a plus d'article 2, il n'y a pas d'article additionnel pour l'instant. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Bah oui, donc il n'y aura pas de vote. En fait, Monsieur le Président, lorsque j'ai auditionné les organisations bancaires, il est apparu que dans la pratique, cela s'opère déjà effectivement de façon dématérialisée la plupart des cas. Et donc, on peut considérer que cela est satisfait, effectivement, même si aujourd'hui ce n'est pas impératif, mais c'est dans la pratique ce qui est fait. Et donc, moi je suggère que l'auteur de l'amendement le retire, parce que comme on a aussi, je dirais, rejeté les deux articles qui font le fondement de cette proposition de loi, il serait surprenant que l'on adopte cette disposition qui peut être traitée de façon réglementaire par ailleurs. Donc on va rien faire pour aider les Français de l'étranger, hein, c'est fou. Hein. Mais rien. Oui, merci, Monsieur le Président. La rupture d'égalité va rester rupture d'égalité. Défavorable parce que vous le savez, en l'état des textes, les envois de documents sont effectués soit sur un support papier, soit sur un autre support durable, l'un ou l'autre, mais pas les deux, sauf à ce que l'établissement bancaire en fasse le choix et prévoir une obligation d'envoi aux Français de l'étranger d'un support papier. Je vais avoir quelques mots à dire au débrief. Durable, créerait une rupture d'égalité devant la loi et contribuerait sans doute à complexifier les textes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement émet un avis défavorable. Madame Richard, je vous en prie. Moi aussi, je suis debout pour défendre les Français de l'étranger, mais ça se voit moins. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on arrête de parler de rupture d'égalité. Expliquez-moi, où est l'égalité entre les citoyens quand on vit dans un pays où il n'y a pas de poste, quand on a 95 ans et pas Internet et pas de smartphone? Il y a un moment, la loi est là aussi pour établir un équilibre. Voilà. Madame Olivier, pour explication de vote. Olivier Richard, merci, franchement, pour moi, c'est la goutte, hein, Olivier Richard. C'est le dernier moment où nous pouvons nous exprimer sur ce texte, et je voulais m'adresser la dernière ligne droite, des groupes de la majorité sénatoriale du Sénat. D'abord pour vous remercier vraiment de votre soutien sur notre texte. Je pense que dans le cadre de nos mandats, nous avons toutes et tous tenté d'aider des personnes qui étaient dans des galères sans nom, liées à la fermeture de leur compte bancaire. Mais j'espère que votre indignation envers la position du rapporteur et du ministre sur ce texte s'étend aussi aux collègues de vos groupes parlementaires, des groupes des LR et de l'Union centriste, qui rejettent les propositions que nous avons faites ici dans le cadre de notre niche. Et c'est quand même assez remarquable pour le mentionner, puisque nous avons très rarement l'occasion de discuter de textes relatifs aux Français de l'étranger. Et je remercie vraiment nos collègues de nous avoir permis que nous ayons ce débat aujourd'hui. Et alors, si ce texte il ne passe pas aujourd'hui, c'est aussi du fait de vos groupes politiques qui ont décidé de ne pas soutenir cette proposition. Et nous, en tant que groupe d'opposition, nous aurions vraiment souhaité que cette proposition soit enfin adoptée. Nous en sommes très déçus. Et puis là, il ne reste plus rien. Ouais. Comme Madame Olivier l'a expliqué, si cet amendement n'est pas adopté, il n'y aura pas de vote sur l'ensemble. Il n'y aura pas d'explication de vote sur l'ensemble, par conséquent. Donc, je vous propose, pour ceux qui veulent prendre la parole, de le faire en... Vous l'avez déjà fait, Madame Richard, sur cet amendement. Et la parole est à Monsieur Savoldelli. Et on prend les prises de parole. Savoldelli du groupe CRCEK. Non, écologiste, pardon. Collègues. Si, Savoldelli. On peut être debout sur ce projet de loi. CRCEK, les communistes. Sans être sénateur ou sénatrice des ressortissants de l'étranger. Et puis, pour un peu encourager, y compris, c'est pas tous les jours, j'encourage un de mes collègues qui est à l'opposé, qui nous a fait une série d'amendements. Pendant le gleut. Je vais vous faire voyager, collègues, et puis tous les autres qui ont été debout ici, on va aller à l'étranger, on va aller au Japon.
Il y a un proverbe que je trouve sympa pour finir cette discussion. Monsieur Le Gleu, 7 fois à terre, 8 fois debout. Ah, et je demande à notre expatriée au Japon de nous donner des éléments de contexte, si elle en a. Je voudrais à nouveau amener chacun d'entre nous à... Lorsque on vote contre cette proposition de loi, je veux quand même qu'on ramène chacun à la réalité parfois de ce qu'on vote dans cet hémicycle. On est capable de défendre des moyens publics pour aller soutenir à l'étranger nos compatriotes et particulièrement notre enseignement français à l'étranger, et à la fois ne pas permettre à des parents qui sont éligibles aux bourses de recevoir sur un compte, même en France, l'argent que nous votons pour leur permettre de scolariser leurs enfants. Pourquoi je prends cet exemple? Simplement pour vous dire que parfois, je me demande si on est tout à fait clair dans ce que nous votons en matière de logique. Parce qu'on est prêt à aller porter des budgets, les défendre, et les Français de l'étranger sont toujours là pour ça, mais pas leur permettre de sécuriser l'argent. Je te réponds après, Cyberoctopie. Sur des comptes en France, au prétexte qu'on douterait parfois même des intentions des Français de l'étranger d'ouvrir un compte en banque en France, et même tout simplement on douterait de leur capacité même à se mettre en conformité avec notre droit français. Je suis assez surprise parfois de voir autant d'opposition dès lors où on a quitté la France, alors qu'on devrait quand même aussi se souvenir que rien n'est simple non plus pour des Français qui portent la voix de la France en dehors de notre territoire national. Et je trouve que ce n'est pas un bon signal, encore une fois, qu'on renvoie à ces Français qui portent partout à travers le monde aussi nos valeurs, notre savoir-faire, et qui attendent peut-être autre chose aujourd'hui de la nation française. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'alternative pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes unanimes, nous, Français d'étrangers, alors que nous n'avons pas toujours les mêmes positions par ailleurs, je pense qu'il aurait été quand même appréciable qu'on puisse entendre que ce texte allait dans le bon sens. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Folliot pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette question d'accès au compte bancaire est quelque chose d'important et d'essentiel. Et du reste, par rapport aux fermetures abusives de comptes bancaires, j'étais l'auteur d'une proposition de loi qui a été débattue ici même il y a quelques mois et qui avait fait l'objet, j'allais dire, d'un relatif consensus au regard, j'allais dire, des conséquences que cela peut avoir pour l'ensemble de nos concitoyens qui ne peuvent pas accéder à des comptes bancaires ou difficilement, parce que du jour au lendemain, une banque décide de leur fermer unilatéralement leur compte bancaire. C'est une forme de petite mort sociale, si je puis m'exprimer ainsi, à certains égards, parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans accès à des comptes bancaires. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur ma proposition de loi, que sur les personnes victimes donc, de fermetures abusives, c'est vrai qu'il y avait souvent nos compatriotes établis hors de France pour un certain nombre de raisons. Et j'ai encore en mémoire ce témoignage poignant d'une personne qui vivait dans un pays qui est sous embargo, l'Iran pour ne pas le nommer, et qui se trouvait face à des difficultés très importantes, ne serait-ce que par rapport à ces éléments. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui va dans le sens d'essayer de faire prendre conscience de la réalité de cette problématique
je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens, et que dans ce cadre-là, je crois qu'il faudra que nous revenions au-delà de ce texte sur cette problématique de fermeture abusive de comptes bancaires, pour que ce texte qui a été voté ici même, qui a été voté à l'Assemblée mais modifié, puisse revenir au Sénat, pour que nous puissions répondre de manière globale à ces questions-là, pour les Français établis hors de France, mais aussi pour l'ensemble de nos compatriotes qui ont ces difficultés avec les banques. Merci. La parole est à Mme Briante Guillemont pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'au-delà de l'adoption ou non de cette proposition de loi aujourd'hui, il était important pour nous tous de pouvoir engager un débat sur cette question. En particulier parce que certains éléments liés au droit au compte et à l'inclusion bancaire des Français de l'étranger sont, comme ça a été dit à maintes reprises, pas forcément d'ordre législatif. Or, ce que je regrette dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est que j'ai entendu très peu de marge de manœuvre, au-delà de l'invitation très succincte que vous avez faite, Monsieur le Ministre, à travailler avec le gouvernement. Moi, c'est l'analyse que j'en tire, c'est qu'on va... La question, c'est comment on peut travailler maintenant et sur quels aspects, et quelle est la marge de négociation, disons, qu'on peut avoir avec vous, pour que de ce débat, et encore une fois, je remercie le groupe écologiste de nous l'avoir offert, puisse, au-delà de... Visiblement, on va vers le rejet de cette proposition de loi, aboutir quand même sur quelque chose. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Jacques. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai décidé de soutenir tous les amendements et toutes les décisions proposées par notre collègue Ronan Le Gleut et puis tous ses collègues, parce que en qualité d'ultramarine, je mesure là les difficultés auxquelles nous sommes aussi ultramarins parfois confrontés, qui consiste à dire nous ne connaissons pas vos territoires, nous sommes très loin, mais pour autant nous savons ce qui est bon pour vous. Et quand je vois aujourd'hui que sur tous les bancs, tous les représentants des Français de l'étranger parlent d'une même voix, je pense qu'il aurait été peut-être judicieux de leur faire un minima confiance, parce que s'ils ont été élus, c'est parce que justement les Français de l'étranger leur ont fait confiance et qu'ils en sont leur porte-parole. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas porté plus d'attention à ces personnes et à nos collègues, quels qu'ils soient, sur tous les bancs. Et vraiment, merci, et on va rien faire. La parole est à Monsieur Laménie pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, une intervention... t'es gentil, Laménie, mais tu joues pas le chrono. Hein. Parce que, je dirais... Il reste 12 minutes, tu ne prends pas 12 minutes. Hein. Proposer ce texte et bon, même s'il y a eu des divergences, certes, mais je dirais, il y a la situation de la métropole, situation de l'outre-mer. Notre collègue l'a rappelé aussi, il y a cette solidarité, et puis aussi 3 millions de Français qui habitent les 5 continents, tous les pays du monde. Moi, je vais prendre mon exemple, hein, les Ardennes, on est frontalier avec la Belgique. Ma ville natale, j'y vais, frontière belge. Vous êtes à 1 kilomètre, vous êtes en Belgique. Même nos amis belges ou autres, rien que pour une distance hyper courte, on voit aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et la Belgique, on est à 2 pas réellement. Donc, et c'est vrai qu'après, on se met à la portée les témoignages émouvants de nos collègues qui représentent les... Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la capacité argumentative. Pays très loin, pour des personnages. Immeuble à fond. Vous avez cité des exemples. C'est sûr que tout le monde n'est pas à la pointe du progrès. Moi, j'en fais partie aussi. Je suis pas moderne. Donc, bon, voilà. On voit déjà les difficultés qu'on est amené à vivre au quotidien, même en métropole. Bon, voilà. Et Philippe Folliot, son texte, puisque tu es rapporteur de ce texte il y a quelques mois, il y a même, c'était Laurence Garnier à l'époque qui était au banc des ministres. Donc on espère, et puis je souligne le travail aussi de notre bon collègue de la Commission des Finances, Michel Canevet, en tant que rapporteur, il faut
qu'il y ait une évolution, et on compte sur vous, monsieur le ministre, pour qu'il y ait des dispositions qui puissent faire évoluer pour la solidarité réellement de toutes et tous. C'est mondial, on va le dire. Hein. Voilà, merci beaucoup. Si, il a parlé pour ne rien dire. Pour explication de vote. Dépêche, il y a les points de chaîne. Tout d'abord, rassurer mon il y a un magot de communiste. 50 000 écailles là. Nous sommes toujours debout. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, on a entendu parler de lutte contre le blanchiment d'argent. Je t'ai vu rejoindre le serveur. Mais en fait, tout ceci est la preuve d'une méconnaissance de qui sont les Français qui vivent à l'étranger. Et les 12 sénateurs qui sont ici représentés vont à leur rencontre tous les jours de leur mandat. Et les Français qui vivent à l'étranger ne sont pas différents des Français de métropole. Ils sont entrepreneurs, artisans, enseignants, retraités, étudiants. Il y a 3 millions de Français à l'étranger. Donc tous ceux qui stigmatisent les Français à l'étranger comme pratiquant du blanchiment d'argent et justifiant ainsi des fermetures arbitraires de comptes en banque, en réalité méconnaissent totalement la réalité du terrain. Et justement, si la République française a souhaité que ses compatriotes qui vivent à l'étranger soient représentés au Parlement, c'est justement pour qu'ils soient entendus, pour que l'expression de cette réalité du terrain puisse se faire entendre dans cet hémicycle ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Et ce qui est la démonstration aujourd'hui, c'est que, contrairement à finalement la volonté des constituants, il y a 50 000 écailles de dragons autant de la 4e République que de la 5e République, qui ont voulu que cette voix des Français de l'étranger va se jouer dans les 8 minutes qui restent. Eh bien, vous ne l'avez pas entendu. Alors, j'appelle le gouvernement écrit, là. à se saisir de ce sujet, de ne pas considérer que, puisque le texte n'est pas adopté aujourd'hui, on met la poussière sous le tapis. Non, il faut vous saisir sérieusement de ce problème. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jadot pour explication de vote. Merci, monsieur le président. Tiens, il est là, Yannick. On l'avait pas vu ce matin. Qui ont dit à quel point un sujet extrêmement pratique, pragmatique, de la vie quotidienne, et qui est un emmerdement très lourd pour les Français et les Français hors de France, ne soit pas correctement pris en compte par cette Assemblée. On a quand même eu un débat un peu ubuesque, reconnaissons-le. L'ensemble des sénatrices, sénateurs élus des Français de l'étranger d'accord sur le diagnostic, une proposition de loi portée par notre groupe à disposition transpartisane, un appel au gouvernement à travailler qui ne l'a pas reçu, un appel au rapporteur à travailler qui ne l'a pas reçu, et une ministre des Français de l'étranger qui n'est même pas au banc. Et à la fin, pardonnez-moi, ce qu'on a souvent entendu, c'était plutôt les arguments du lobby bancaire que des arguments sérieux sur est-ce qu'on peut ou on peut pas aider les Françaises et les Français de l'étranger. Donc je trouve que cet après-midi a été un terrible gâchis pour celles et ceux qui sont concernés et qui, j'espère, sauront se retrouver dans les élections à venir. Merci. La parole est à monsieur Chantrel pour explication. Ça continue. Ça joue le chrono. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saluer également le groupe écologiste pour avoir permis cette discussion et cet échange. Et je les rejoindrai. La difficulté pour nous, parlementaires, sur cette 5e République agonisante, c'est que nous avons peu d'espace finalement pour pouvoir déjà amener nos propres textes, puisque c'est très contraint, c'est dans des délais très contraints. Et il y a des sujets comme celui des Français de l'étranger qui mériterait d'avoir des débats à part entière beaucoup plus longs, puisque des sujets, il y en a des majeurs sur l'éducation en français, en déchances, pour avoir la mixité sociale, notamment dans nos établissements, qui était un objectif louable qu'il faut atteindre, qui n'est pas atteint. Il y a aussi les questions de santé, à travers la Caisse des Français de l'étranger, qui n'est pas suffisamment subventionnée par l'État. Et donc, tous ces sujets, et Monsieur le Ministre, vous n'y avez pas répondu, je suis désolé, vous siégez au gouvernement, avec une ministre, ça a été rappelé par mes collègues, qui elle-même nous dit depuis des mois qu'il y aurait un projet de loi pour nous permettre d'avoir le temps
d'aborder tous ces sujets. Pour l'instant, nous ne voyons rien venir. Alors, est-ce que le gouvernement, à travers vous, s'engage à ce que cette discussion à travers ce texte soit mise à l'ordre du jour avant la fin de la session parlementaire? Voilà, je vous remercie parce que c'est pour nos compatriotes et je trouve que c'est vraiment dommageable sur un sujet comme celui-là, c'est pour la magie, transpartisan, sur lequel il aurait pu avoir quand même un débouché politique aujourd'hui, qu'on n'ait pas pu le faire, qu'on puisse le faire sur d'autres sujets. Donc je demande au gouvernement de s'engager pleinement à mettre ça à l'ordre du jour au plus vite. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres demandes d'explication de vote. Je donne la parole à monsieur le rapporteur et puis à monsieur le ministre. Je vous en prie, monsieur Candevet. Monsieur le Président, je voudrais remercier le groupe écologiste et l'ensemble des sénateurs français, représentant les Français de l'étranger pour leur contribution à ce débat et pour avoir, je crois, appelé l'attention publique sur les difficultés auxquelles sont affrontés nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Ce n'est pas toujours très facile, effectivement, compte tenu de l'éloignement et de la distance, mais il faut qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Alors, je veux simplement dire que l'examen de ce texte, ce n'est pas un gâchis, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est au contraire l'expression des difficultés que les uns et les autres peuvent rapporter. Et si nous ne pouvons aboutir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la solution qui est proposée ne nous semble pas la plus adaptée aux problématiques qui sont évoquées. Donc, il faudra y travailler. Oui, il faudra y travailler, effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, compte tenu de l'inscription à l'ordre du jour aujourd'hui du texte, de proposer des solutions alternatives, puisque on n'a pas eu de solution qui aurait permis d'avancer, effectivement. Et à faute de solutions alternatives, il ne nous a pas paru sérieux de nous engager dans une solution qui n'est pas la solution la plus appropriée. Donc c'est en ce sens que la Commission des finances a proposé effectivement le rejet du texte. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la sénatrice des Français de l'étranger qui est au gouvernement, donc la ministre des partenariats internationaux, est sensibilisée à ces sujets et j'espère effectivement qu'elle va rapidement réunir effectivement l'ensemble des sénateurs représentant les Français de l'étranger pour justement trouver la solution la plus adéquate. Je dis simplement pour conclure que le droit au compte existe néanmoins pour nos concitoyens résidant en France et nos concitoyens résidant à l'étranger. Des adaptations, je le répète, ont été apportées par le décret de 2022 aux difficultés qui avaient remonté. Ne vous inquiétez pas, on va faire un grand bilan. Des difficultés qui remontaient. J'espère que le gouvernement va compléter cela, notamment sur la question des relations qui ne doivent pas être uniquement par écrit, mais qui doivent être... Il est en train de nous faire une filibuster. ...être dématérialisées, et c'est le cas pour le recours aux banques en ligne aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que cela ne puisse fonctionner pour les Français installés à l'étranger. Et ainsi, je pense que nous pourrons avancer, en tous les cas, apporter des réponses à nos concitoyens qui sont à l'étranger, mais se précipiter n'aurait pas été une bonne solution aux problématiques qui ont été évoquées. Prends ton temps, prends bien tout le temps de parole. La parole est à monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je crois que nous avons beaucoup parlé. Oui, visiblement pas assez. Je crois que nous pouvons avoir aussi le droit au débat, le droit au désaccord, le droit à l'amélioration, le droit aux solutions. Le droit au dépassement du temps de parole. Monsieur Jadot, vous pouvez faire des blagues, mais c'est un débat qui est sérieux, il me semble. Et d'ailleurs, monsieur le sénateur, il me semble que vous êtes un des rares à vouloir en faire un débat politique dans cette affaire, mais sans doute que la démocratie sera-t-elle amenée à s'exprimer. Effectivement, vous l'avez rappelé, et qu'il n'empêche que malgré ce débat démocratique qui sera amené à s'exprimer sans doute dans quelques semaines et dans quelques mois, y compris pour les sénateurs des Français de l'étranger, n'est-il pas complètement étranger au débat que nous pouvons avoir et la nécessité d'avoir des solutions. Je vous jure, je ne serais pas soumis à des problèmes de droit d'auteur, j'aurais mis une musique du stress. D'extrêmement important et d'extrêmement sérieux. Et je pense que nous avons eu des débats extrêmement sérieux tout au long de l'examen de ce texte. Je voudrais revenir quand même sur quelques points. Le droit au compte existe-t-il ? Oui.
Bon bah c'est bon. Les voies de recours Bon bah c'est bon. existent-elles? Oui. Je prépare déjà la réponse. Ces voies de recours sont-elles parfois complexes et méritent-elles des améliorations? Peut-être. J'attends quand même le verdict final du président de séance. Le dialogue avec les banques doit-il être renforcé? Sans doute que oui. Sans doute que oui. Et il existe des moyens d'avoir un dialogue avec les banques sur ces sujets et que le gouvernement peut jouer tout son rôle. Un cadre spécifique de la relation commerciale pour les Français de l'étranger doit-il être travaillé? Assurément. Pardon, j'ai des nerfs. Faut-il toujours passer par la loi? Pas forcément d'ailleurs. Et je veux rappeler que la sénatrice Sophie Briand-Guillemot l'a rappelé tout à l'heure, qu'il n'y a pas toujours la réponse à tout problème n'est pas forcément une mesure. Bah oui, d'ailleurs, c'est fini. Voilà. Ah oui, j'avais prévu ce message-là. Et la mesure qui a été adoptée en 2022 l'a rappelé. Le gouvernement est bien évidemment attentif à cette question, à cette situation. Et je voudrais tout de suite remercier et saluer les propos c'était de le chacune compte à rebours avant ma des mort. sénatrices et sénateurs des Français de l'étranger qui rappellent à quel point les Français de l'étranger font aussi la fierté et le rayonnement de notre pays et qu'il n'est pas question... On va peut-être avoir des surprises. Hein. Déjà, le président de séance n'a pas arrêté la parole. Ne pas aujourd'hui reconnaître le rôle que jouent les Françaises et les Français de l'étranger et la situation qui peut être la leur et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, bien évidemment. Vous avez souhaité, à travers ma personne aussi, interpeller la ministre du JJP. Ah, moi, JPP en général, mais JJP... Carrois, qui connaît pas. Ouais, c'est les prolongations. Ce sujet et ces questions. Oui, Michel, nous sommes en direct des prolongations de la liste de la niche des écologistes. Ici, l'ambiance est palpable dans le stade du plateau. Oui, où les équipes s'affrontent. Nous sommes toujours suspendus à la direction du président de séance. Ah, Hugo! Coucou, Hugo, comment vas-tu? Nous, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà. C'est en train de faire du filibuster. Il y a même aussi des modes de fonctionnement. Comment ça va, Hugo? Qui appartiennent au gouvernement. Et donc, c'est le pôle de Bercy qui vous répond aujourd'hui. Mais Eleonore Carrois travaille effectivement. Très heureux de t'avoir parmi nous. Vous savez quoi, je vais refaire un shout-out. Les meilleures réponses qui peuvent être apportées, qu'elles soient d'ordre législatif ou qu'elles soient d'ordre réglementaire, car il n'est pas toujours nécessaire, effectivement, de passer par la loi. Ah merde. Elle réunira dans les prochains jours les sénateurs des Français je sais pas ce que tu as, qui souhaitent travailler de manière constructive sur ce sujet. Voilà. Pas que des un petit sénateurs shout-out de pour Français faire de l'étranger, plaisir. puisque je vois que certains s'y intéressent cet après-midi. On filibuster sur les écologistes. Pour améliorer ces situations. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je vais Attention. mettre en voix l'amendement numéro 8 qui a défavorable. Les prolongations et défavorable. Incroyable. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'Union centriste. Le scrutin est ouvert. Brigitte qui m'appelle mais qui répond pas quand je décroche. Ah bah c'est ça, elle est concentrée sur... Non mais là il y avait du suspense. Je veux dire, tout le monde a arrêté de respirer là. Bon, le scrutin public est lancé, le dernier du coup, donc pour savoir s'il y a un texte ou si tout l'ensemble tombe, puisque c'est du coup le dernier amendement sur un texte dont tous les articles sont tombés à cause d'amendements de suppression. On ne citera personne, hein, Nathalie Goulet. Voilà, mais sinon, c'était donc la niche des écologistes. Et donc, il y a la prédiction. Donc, finalement, on sera allé au bout du texte. Enfin, je crois. À moins que l'amendement soit voté, puis qu'ils disent « Non, c'est fini, on part se coucher. » Hop. Ah bah oui, mais je vous ai dit, hein, le Sénat, ça fonctionne différemment. C'est pas le même système de fonctionnement. Vous savez, nous, on a fait 8 amendements en 4 heures. Hein. Le scrutin est clos. Nombre de votants, 342. Exprimé 322 pour, 142 contre, 180. Le Sénat n'a pas adopté cet amendement. Un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée. Et voilà. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue. Et la niche des écologistes est surtout terminée. Voilà. Ah là 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 là. Et ben voilà, suspension, non. Que nenni.
Attendez, non, c'est pas ça. Hop, voilà. Que nenni suspension, c'est la fin de cette niche des écologistes. Hein. Énormément de choses à dire. Voilà, 3 minutes de prolongation. Effectivement, il est même 16h04, effectivement. 4 minutes de prolongation, c'est du jamais vu dans l'histoire de la 5e République. Non, je déconne, en fait, avec le Sénat, on a l'habitude, hein, finalement. Bon, très heureux pour cette première niche, voilà, parce qu'on aura eu du suspense. On aura eu des textes qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas dans la niche, puis finalement qui se sont greffés à la niche. Pareil, ça, on n'a pas compris. On a découvert le mode de scrutin du Sénat qui fait que même quand t'es pas là, tu peux quand même voter. Bref, c'est un monde qui est complètement différent de celui de l'Assemblée nationale et j'espère qu'il vous aura plu. Je voulais revenir sur 2 choses avant de conclure la VOD. On va en profiter. YouTube, merci à toi de regarder ce contenu. N'hésite pas à faire appel à ton super pouvoir de la gratuité pour le mettre en avant. Je vais revenir sur 2 choses. D'abord, sur le déroulé des débats qu'on vient d'avoir. On a effectivement, et on a tous été nombreuses et nombreux à le signaler, le fait qu'on a eu, comment dire, un débat absolument lunaire sur la situation des Français de l'étranger, auquel, grosso modo, tous les groupes, sauf l'Union centriste, se sont raccrochés en disant il faut aider les Français de l'étranger, il faut réparer une distorsion d'égalité, une rupture d'égalité constatée. La réponse du gouvernement était de dire il n'y a pas de rupture d'égalité, agir créerait une rupture d'égalité. On est de nouveau en pleine post-vérité gouvernementale, mais j'ai envie de dire on a l'habitude et on voit effectivement à quel point le gouvernement est minoritaire au Sénat et doit s'appuyer sur la commission pour faire valoir un avis défavorable pour certains amendements, favorable pour d'autres, pour plier la majorité républicaine à ses velléités. C'était très enrichissant de ce point de vue-là. Deuxième élément, je vais revenir sur Cyberoctopie, sur l'histoire du positionnement des partis de majorité ou d'opposition. Effectivement, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution, je ne sais pas. Dans la loi, ça c'est sûr. Dans le règlement des assemblées, c'est sûr. Il y a 3 types de positionnement qu'on peut avoir quand on forme un groupe, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il y a le groupe majoritaire, les groupes minoritaires et les groupes d'opposition. Concrètement, et c'est surtout vrai à l'Assemblée nationale parce que le Sénat, c'est une autre réalité, le groupe majoritaire, c'est celui qui va former principalement les rangs du gouvernement. Avant l'éclatement et la balkanisation de l'Assemblée nationale, c'était grosso modo celui qui avait le plus de sièges qui permettait de former la base de la coalition gouvernementale sur le point de se former. Aujourd'hui, ça a changé, mais c'est différent. Et là, Hugo pourra nous en dire plus quand il sera de retour parmi nous. Hein. On va lui laisser son terrain de l'Assemblée nationale. Mais donc, il y a le groupe majoritaire. Si vous rejoignez les rangs du gouvernement et que vous êtes prêt à voter le budget, vous inscrivez en tant que député minoritaire. Donc, vous n'êtes pas dans la majorité de l'Assemblée, mais vous faites partie de la coalition qui détermine cette majorité. Et donc, vous n'êtes pas dans l'opposition. Et donc, majorité, minorité, il y a donc ceux qui ne sont pas avec la majorité gouvernementale, qui sont donc dans l'opposition. Et donc tout ça, ça a un rôle très crucial, et c'est pour ça que c'est fondamentalement inscrit dans les règles de fonctionnement des assemblées, puisque ça permet de déterminer les rôles de chacun. Et notamment, et là, Cyberoctopie, pour te corriger, on ne parle pas de privilèges de l'opposition, notamment sur les commissions d'enquête ou sur le droit d'amendement. Ce n'est pas des privilèges, c'est un droit. C'est la possibilité pour les députés qui ne font pas partie de la coalition gouvernementale de pouvoir quand même s'exprimer, de faire valoir les opinions de celles et ceux qui les ont élus. Donc c'est important de dire ça, c'est ce qui garantit justement que le débat puisse avoir lieu. C'est un droit pas partagé par les autres, donc c'est aussi un privilège. Ouais, ok, j'admets cette lecture, mais je suis plus dans la lecture, moi, du droit d'opposition et du droit à l'existence dans les instances de l'Assemblée nationale pour éviter justement les abus de langage qui peuvent être faits. Ça, c'est pour l'Assemblée nationale, parce que maintenant, attention, nouvelle règle.
Parlons du Sénat, justement. Hein. Vous voyez, il y a le plateau derrière. Loïc Hervé qui était dessus il y a encore quelques instants. Comment ça se passe du côté du Sénat ? Comme au Sénat, il n'y a pas de logique gouvernementale à avoir en tête, eh bien tout simplement, le groupe majoritaire, c'est tout simplement celui qui a le plus de sièges au sein du Sénat. Les groupes minoritaires vont ceux qui vont rejoindre la coalition sénatoriale, qui n'est donc pas forcément celle gouvernementale. En l'espèce, ce qu'on a pu voir pendant ce stream, où le gouvernement est absolument minoritaire, puisqu'il ne peut compter que sur l'Union centriste pour fonctionner. Et donc, les autres partis qui se placent en tant qu'opposition, ce sont ceux qui s'opposent à la majorité du Sénat. Et donc, potentiellement, les groupes d'opposition peuvent être de la majorité gouvernementale, celle du Sénat. C'est par exemple le cas du groupe RDPI. Par exemple, puisque, et là c'est un fait très intéressant, les centristes sont séparés en différents groupes au Sénat, comme à l'Assemblée nationale finalement. On a le groupe RDPI, ce sont les macronistes du parti EPR, Ensemble pour la République. Les sénateurs élus du groupe RDPI, eux, font partie de l'opposition sénatoriale. En revanche, vous avez les sénateurs membres de l'Union centriste, donc grosso modo tout ce qui est MoDem et UDI, donc les députés proches de François Bayrou, qui, eux, font partie de la majorité sénatoriale avec les Républicains. Donc vous voyez que pour le Sénat, cette logique de majorité, minorité et opposition, elle a aussi son rôle spécifique qui ne tient pas tant lieu de la composition du gouvernement, puisque le Sénat n'a pas question sur la censure, mais bien tout simplement des logiques de représentation du Sénat. Voilà, j'ai fini mon long laïus et on va pouvoir faire une conclusion plus globale et je vais pouvoir prendre vos avis dans le chat pour voir ce que vous en avez pensé de cette niche. En attendant YouTube, j'espère que tu auras apprécié cette VOD. Comme je le disais, si tu as apprécié et que tu veux faire découvrir mon contenu à d'autres, n'hésite pas à utiliser le super pouvoir de la gratuité. Un pouce bleu, un commentaire pour donner ton ressenti, t'abonner pour ne pas rater la suite parce que des niches, il va y en avoir d'autres. Partager pour le faire connaître à d'autres. Et bien sûr, si tu regardes sur téléphone, booster cette vidéo. Toutes ces petites actions, l'algorithme en raffole. Et comme ça, plus de gens découvriront ce qu'on fait sur cette chaîne. En attendant, je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures, qu'elles soient politiques, pédagogiques ou vidéoludiques. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. À demain sans faute pour une nouvelle VOD. Ciao tout le monde.